Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Expression Livre, votre magazine littéraire sur votre chaîne préférée, j'ai nommé Canal Algérie. Et oui, c'est la dernière émission d'Expression Livre de la saison, et pour cela, eh bien, toute l'équipe a fait un choix pour terminer cette saison. Ce choix, vous allez voir que vous n'allez pas le regretter, c'est notre ami Slimane Hachi qui est sur le plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir Youssef. Alors je sais qu'on va se tutoyer pendant toute l'émission parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Oui. Hein, et puis c'est plus agréable comme ça. Et puis c'est la dernière, on a le droit. On a le droit, oui. Voilà. Merci de m'inviter, de m'avoir invité à cette très belle émission que je suis régulièrement sur Canal Algérie. Et c'est une très belle émission qui parle du livre. Et c'est excellent, c'est bien parlé. Vous en parlez, vous parlez bien d'une belle chose. Merci. Alors justement, nous allons voir pendant toute l'émission plein de belles choses, de la graphie, et pas seulement de la graphie, mais aussi de l'esthétique hein, et de l'histoire. Alors, on va faire un petit point quand même, parce que vous êtes tu es professeur des universités, tu professes dans plusieurs universités, y compris à l'étranger. Hein. Toute ta vie a été dans la recherche, avec une spécialisation dans la recherche de l'histoire préhistoire. Voilà. Ouais. Je travaille sur, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, je travaille sur un très beau gisement préhistorique qui nous donne beaucoup de bonheur et beaucoup de belles nouveautés, de belles découvertes, qui se trouve dans un petit village côtier à côté de Melbou. Melbou, c'est une petite ville, un petit village, allez, on va dire maintenant une petite ville. C'est à côté des Monts Babor, je crois. C'est dans les Babor, entre Béjaïa et Djidjel. Voilà. Alors, on va revenir parce que c'est l'objet d'un de tes ouvrages, d'une de tes recherches, qui s'appelle « Aux origines des arts premiers en Afrique du Nord ». Et on verra d'ailleurs pourquoi, parce que le terme même d'art premier, non mais c'est vrai, il y a combien il a été sujet à débat et à discussion, hein, surtout par exemple pour les arts océaniens, les arts africains, etc. Très bien. Nous aurons on en reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Alors, j'ai dit professeur des universités, chercheur, directeur de recherche, mais aussi et surtout connu, je dirais, de façon publique, parce que tu es directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, dont le siège est assis au musée du Bardo. C'est la même entrée, on va dire. C'est la même entrée. Mais c'est pas le même... C'est dans le domaine du Bardo. Voilà. Le domaine du Bardo, comme tu le sais, comprend le centre, le CNRPH, et le musée du Bardo. C'est un domaine que nous partageons, mais ce sont deux institutions totalement différentes, du même ministère de la Culture. Alors, un bref historique de ce centre. Ce centre est une vieille maison. C'est une maison qui a été créée pour faire de la recherche, qui a été créée au début des années 50. La première pierre a été posé en 1953, le centre a été terminé en 1955 et depuis il ne fait que de la recherche scientifique sur, on va dire, les sciences humaines, sur la culture du peuple algérien, d'une manière générale, depuis les origines, depuis les temps les plus reculés de la préhistoire, jusqu'à nos jours. C'est un centre qui ne travaille pas dans une chronologie bien déterminée, mais qui travaille sur une thématique qui est la culture. Et c'est pour ça que, si tu veux, c'est un centre d'anthropologie au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire sur les sciences... Moins restrictif que le sens français. Moins restrictif que le sens français, qui veut que l'anthropologie soit d'abord l'anthropologie physique, c'est-à-dire l'anthropologie du squelette, puis, dans un second volet, l'anthropologie culturelle. Mais nous, ce centre fait essentiellement des sciences humaines, il travaille sur la culture de tout temps, sans limite chronologique. Ce centre a connu plusieurs directeurs des plus importants, des plus illustres.
Lionel Balou, Gabriel Camps, Mouloud Mamri, Mohamed Belkaïd, Hamida Ben Naoum, donc des personnalités importantes, et j'en oublie, sont passés comme dirigeants ou directeurs de ce centre. Depuis un certain nombre d'années, il m'a échu l'honneur, non pas de le diriger, mais de l'animer. Et nous faisons, grâce, si tu veux, aux appuis des pouvoirs publics, essentiellement du ministère de la Culture, nous avons un programme très chargé, très ambitieux et qui se déploie sur l'étendue du territoire national. Alors, c'est bien que tu me dises, je ne le dirige pas, mais je l'anime, Oui. parce qu'il m'a été donné de voir ce qui pourrait être, entre guillemets, ton bureau, Oui. ça n'en est pas un. C'est-à-dire que, non mais c'est magnifique, Merci. c'est-à-dire que, Oui, c'est un bureau de chercheur. C'est pas le bureau directorial quand Non, on rentre, non. pas du tout. Non. C'est un magnifique fouillis, mais dans le bon sens du terme, d'ouvrages, de thèses qui sont là, de documents. J'y reçois des collègues, j'y travaille avec des collègues, j'y travaille avec des directeurs de recherche, avec des maîtres de recherche, des chargés de recherche. J'y travaille avec des gens qui font la même chose que moi. Pour moi, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. C'est pas un bureau. Bien sûr. D'abord, il n'y a pas de bureau. Oui, c'est un laboratoire et c'est ainsi que je l'ai appris chez mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs ont travaillé de la sorte. J'ai connu ou j'ai entendu parler de directeurs de ce centre qui sont toujours en blouse blanche, c'est-à-dire comme chercheurs avec... comme on a l'image d'Épinal du chercheur. Voilà. Mais cela dit, le programme du centre est un programme de recherche sur le terrain, parce que ce sont, si vous voulez, des disciplines de terrain. Ce sont des disciplines, on va dire, qui font la moitié du temps sur le terrain et l'autre moitié en laboratoire. Parce qu'on travaille sur des corpus. De tout corpus, tous azimuts. On travaille sur des corpus préhistoriques, c'est-à-dire sur de la matière, sur des choses qu'on ramène de nos fouilles et qu'on étudie en laboratoire. On ramène aussi des corpus littéraires, de littérature orale, des corpus poétiques, des corpus musicaux, des corpus iconographiques, des récits, de la mémoire. Et c'est sur tout cela qu'on ramène en laboratoire et qu'on étudie selon les canons et les méthodes de l'anthropologie culturelle, sociale, historique ou préhistorique ou biologique. Du point de vue de la préhistoire, nous avons un certain nombre de chantiers, de gros chantiers, de travaux. Nous travaillons sur l'ouest algérien, dans la région de Mostaganem, par exemple. Nous travaillons dans l'est algérien, dans la région des Babor, et sur la région de Tébessa. Nous travaillons sur la région de Ngaous, dans l'Aurès. Nous travaillons également dans la vallée de la Saoura, du côté de Béchar. Nous travaillons également au Tassili, nous travaillons également au Hogar, nous travaillons sur l'Atlas saharien, sur l'étendue de l'Atlas saharien qui va d'est en ouest, qui fait plus de 1000 kilomètres. Et il y a beaucoup de vestiges que nous essayons de recueillir selon toutes les méthodes appropriées, et nous les travaillons dans le laboratoire. Et la finalité de la recherche, bien que moi, c'est la publication. C'est cela. Nous avons également un registre, un volet publication, parce que le résultat de la recherche, il faut le faire connaître d'abord à ses pairs, c'est-à-dire dans des revues scientifiques. Nous publions dans des revues scientifiques, mais également nous publions des ouvrages comme ceux dont nous parlerons, mais nous ne parlerons que d'un petit échantillon. Oui, tout petit. J'ai un listing, il est impressionnant. Voilà, merci. Et puis vous avez des revues également. Oui, nous avons entretenu des revues qui ont, bon an, mal an, eu quelques difficultés à sortir. Pourquoi? Parce qu'une revue, c'est très difficile à entretenir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand une revue, tu as une vingtaine d'articles, c'est-à-dire une vingtaine d'auteurs.
n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut travailler avec une vingtaine d'auteurs pour sortir, on va dire, un numéro par an. Mais c'est le même type de relation qu'il y a avec un auteur qui doit sortir un livre, Un ouvrage, oui, tout à fait. Oui. C'est le même type de relation. Donc, en attendant de pouvoir sortir notre revue phare qui est Libica, nous avons opté pour sortir d'abord des ouvrages, d'avoir de chacun des chercheurs locomotives, de nos grands chercheurs, de ceux qui dirigent des équipes, je leur demande à tous de publier des ouvrages, c'est-à-dire je leur dis vous avez la matière suffisante, vous avez la capacité suffisante, vous avez la compétence utile et nécessaire pour publier des ouvrages. Et c'est pour ça que nous avons une série de collections au centre. Nous avons la plus grosse collection, c'est ce qu'on appelle les mémoires du centre. Les mémoires, c'est des travaux originaux. C'est un chercheur qui, après 10, 15, 20 ans de travaux sur un terrain, juge utile de publier un ouvrage sur ce terrain-là. C'est la collection et les mémoires. Nous avons une autre collection qu'on appelle les documents du centre. Les documents, c'est quoi? Des documents bruts, des documents, par exemple, la puce préhistorique, par exemple, un corpus poétique, un corpus musical, un corpus littéraire, qu'on publie pour le faire connaître de manière assez brute, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait encore l'objet d'analyse. Ce sont des documents du centre. Nous avons une troisième collection, les travaux du centre. Alors là, c'est des travaux collectifs. C'est une équipe de 6, 7, 8 chercheurs sous la direction d'un chercheur important, et tous les autres sont aussi importants, réunissent des articles et publient un ouvrage. Nous avons également les actes de nos colloques. C'est cela, oui. Chaque colloque doit faire l'objet d'une publication de ses actes. Et nous parlerons de certains colloques qui ont eu lieu, effectivement. Et nous avons également une autre collection qu'on appelle recueil. Alors recueil, c'est quoi? Recueil, c'est quand un chercheur a épuisé un terrain, ou ce terrain l'a épuisé, si tu veux, qu'il arrive on va dire, à une recherche terminée. On recueille tous ces articles, tous les articles qui ont été publiés sur divers supports éditoriaux. Une sorte de compilation, collectage, de sorte que tous les travaux de ce chercheur-là soit disponible en un seul lieu éditorial. C'est la collection recueil. C'est du boulot de recueillir l'article qui a été publié dans une petite revue qui peut être en Angleterre, qui peut être aux États-Unis, en Allemagne, etc. Donc de rassembler tout cela, et c'est très utile pour la recherche. Comme ça, on sait ce qu'a fait ce chercheur, on sait ce que ce chercheur a produit sur ce terrain-là. Donc la collection recueil. Alors, je vais poser, si tu me permets, deux questions que pourrait se poser une téléspectatrice ou un téléspectateur. Première question, on va voir certains ouvrages qui sont édités, mais malheureusement on ne pourra pas tous les voir, mais je vais en citer quelques-uns hors ceux que nous allons présenter. Oui, bien sûr, on peut, n'importe quel citoyen ou citoyenne algérienne peut se présenter au centre pour acquérir un de vos ouvrages. Bien sûr, oui. Mais ça, il faut le dire. Il faut le parce dire. Que généralement, beaucoup de gens passent à côté du musée du Bardo et puis ils se disent, je ne sais pas. Et puis nous vendons au prix coûtant. Oui. Nous sommes un établissement public, voilà. Donc nous ne réalisons pas de bénéfices parce que la mission du centre, c'est la diffusion du savoir et des connaissances. Donc nous payons l'imprimeur. Quand vous achetez un ouvrage au centre, il faut savoir, il faut que vous sachiez que c'est vraiment j'ai vu, le prix de l'imprimeur. On n'a pas à dire les prix, mais par rapport à certains ouvrages, effectivement, les prix sont, je dirais, très très bas par rapport à des ouvrages sont vendus moins cher qu'ils ne le sont, oui. Qu'ils n'ont coûté. Le prix est soutenu. Le prix est soutenu. Oui, mais c'est notre mission de diffuser, de porter le savoir d'abord à nos pairs, puis aux citoyens, et aux érudits, aux enseignants, aux lycéens qui veulent bien... Alors, deuxième question.
hein, pareillement. Nous avons, excusez-moi, Oui. nous avons un point de vente Où ça? au MAMA, au musée d'art moderne d'Alger. rue Ben Mehdi. Ah, très bien. Très bien. Donc là-bas, vous pouvez également acheter nos ouvrages, mais nous allons faire évidemment une prospection dans un certain nombre de grandes villes du pays pour faire des dépôts-ventes dans certaines librairies. Ça serait une Ce serait excellente bien. chose, oui, vraiment. nous sommes en train Parce de que, contacter malheureusement, librairies à Oran, tout est toujours trop centralisé à Alger, n'est-ce pas? Et que c'est vraiment, il y a des ouvrages absolument magnifiques. Alors, deuxième chose, je crois qu'il faut le dire aussi, c'est très important, parce que, encore une fois, pour le néophyte qui ne connaît pas, etc., peut se dire, oh là là, ça c'est des ouvrages pour des universitaires, etc. Ah, effectivement, hein, il y a des ouvrages qui sont ce qu'on appelle pointus, hein, ou qui ne sont pas à la portée de... Il faut être un petit peu dans la partie, soit étudiant, soit doctorant, ou chercheur, ou vraiment être ce qu'on appelle un passionné hein, d'une période. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui sont tout à fait accessibles, et on en verra tout à l'heure, accessibles à tout un chacun, hein, et qui peut rentrer non seulement dans ce qu'on appelle le beau livre, mais aussi sur le costume. Je vois des livres sur les chaussures, etc., qui peuvent être des livres tout à fait accessibles à tout un chacun. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, même si la recherche scientifique c'est objectivement complexe. Mais le déroulement du processus rationnel, du processus intellectuel qui consiste à approcher au mieux la chose étudiée, ce déroulement il est rationnel. Et quand il est bien rendu par le chercheur, ça devient de l'expression accessible. Exactement. Parce que vraiment, c'est là qu'on vérifie le mieux le dictat qui dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Mais évidemment, il faut être un peu de la partie, naturellement. Pour la préhistoire, il faut être de la partie. Pour certains concepts d'anthropologie, là aussi, il faut être de la partie. Je veux dire, manipuler des concepts mis au point par tel anthropologue, Lévi-Strauss ou autre, il faut être un peu de la partie. Une analyse structurale, il faut être un peu de la partie. Quand on reviendra sur ton ouvrage aux origines des arts premiers en Afrique du Nord, hein, on verra plus en détail que, effectivement, quand on lit ton ouvrage, hein, il y a des parties qui... quand je les ai lus, totalement imperméables parce que c'est de la géologie, des strates, on parle, je sais ce que c'est que le carbone 14, etc., mais je le sais comme ça, quoi. Vraiment, encore une fois, comme un néophyte et tout cela. Mais il y a beaucoup d'autres parties sur le plan, par exemple, explication historique, des origines, etc., qui sont tout à fait accessibles à tout un chacun. Et c'est formidable parce que il y a des parties effectivement très ardues, hein, mais il y en a d'autres qu'on peut lire très facilement. Mais c'est ça, rendre accessibles les résultats de la recherche. Tu sais, par exemple, ce que tu viens de dire sur les méthodes peuvent être sophistiquées, peuvent être complexes et compliquées. Mais les méthodes sont mises en œuvre par le chercheur qui les connaît. Mais c'est pour aboutir à des résultats. Mais les résultats sont la propriété de tous. Exactement. Hein, et en tout cas, ils doivent l'être. Les résultats doivent être rendus accessibles aux citoyens par le livre, par le film documentaire, par la photographie, par le dessin, par l'illustration. C'est cela, l'utilité de la recherche. Pourquoi on fait de la recherche? La recherche scientifique, c'est quoi? Oui, c'est pas pour juste... C'est pas pour le plaisir d'en faire. La recherche se définit comme étant l'acte de la pensée, l'acte rationnel, intellectuel, par lequel on fait reculer les frontières de l'inconnu. N'est-ce pas? On fait reculer les frontières de l'inconnu au plus loin possible. Et chaque génération trouve une frontière de l'inconnu et la fait s'éloigner, cette frontière. C'est cela, la recherche scientifique. Alors, une fois définie comme cela, la recherche scientifique est la propriété et l'objet de
tout le monde, de toute la société. Et puis nous vivons sur les deniers publics, c'est-à-dire sur les impôts de tout un chacun. Donc nous devons restituer à tout un chacun ce que nous faisons. Alors, j'ai pu constater une chose, et puis on en termine là concernant le centre, si tu veux bien, mon cher Slimane Hachi, c'est qu'il y a eu, quand je vois le listing hein, des ouvrages, il y a eu une forte accélération à partir du début de notre 21e siècle d'éditions sorties. Et c'est une très bonne chose parce qu'à un moment donné, je dirais qu'il y a eu, malheureusement pour toutes les conditions qu'on connaît, une sorte de stand-by. Hein. Oui, mais l'histoire de notre... Effectivement, quand tu étudies l'histoire culturelle du pays, l'histoire récente culturelle du pays, ou l'histoire d'un objet de la culture, l'histoire du disque, ou l'histoire du livre sur les 50 dernières années, tu peux reconstituer à partir de ça l'histoire tourmentée, difficile que nous avons vécue. Mais elle n'en est que les miroirs. Obligatoirement. Ce n'est que le miroir. Absolument. Donc à partir des années, si tu veux, 2002, 2003, 2002, etc., il y a eu une très forte accélération. La paix revenue, la construction, la reconstruction et la construction nationale relancée ou se poursuivant, évidemment, nous nous sommes insérés là-dedans. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'atteindre des chiffres de... une belle vitesse de 20 livres scientifiques par an, 15 à 20 livres scientifiques par an. Alors qu'avant, c'était 2, 3, à peine, quand ce n'était pas un, quelquefois par an. 0. Alors, on va essayer de passer, on va essayer d'évoquer, parce que le temps court. N'est-ce pas? Ben oui, toi qui es préhistorien. Moi, je suis dans la longue durée. Oui, non, mais toi, parce que comme tu es préhistorien, tu nous annonces des chiffres avec 18 000 ans avant Jésus-Christ, etc. Alors, évidemment, on a l'impression, chez les préhistoriens ou chez les paléontologues, que tout ça, mais ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, ce n'est rien du tout. C'est terrible, hein, comme le XXIe siècle nous fait accélérer le temps. On a envie de vivre toujours en temps réel. Le temps, l'accélération est exponentielle. Est exponentielle depuis les temps les plus reculés. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans une courbe exponentielle. Mais cette courbe peut se casser, s'arrêter, reculer. Hein, revenir à des instants de barbarie, par exemple, et repartir. On l'a vu quand des civilisations se sont effondrées. Bien sûr, bien sûr. Où tout d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de temps mort. De temps mort, une sorte des cataclysmes, des catastrophes qui ont fait que les choses se sont arrêtées, voire reculées. Et à tout moment, à tout instant de la courbe, nous ne sommes pas prémunis. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on est à un moment avancé de l'évolution de l'humanité, que la barbarie ou que l'extinction ou que un cataclysme est impossible. C'est pour ça qu'il faut que les peuples, que nous demeurions tout le temps vigilants. Mais pour revenir à la préhistoire, tu as annoncé des chiffres de 18 000, effectivement, mais parce que on ne se rend pas suffisamment compte du fait que les cultures, les imaginaires, les mythologies, les productions culturelles, les productions de l'esprit ont besoin d'une grande profondeur historique pour se consolider. S'ancrer et se consolider. Si tu veux, ce que chaque peuple vit au temps présent est une accumulation. C'est accumulé dans le temps et au moins dans la moyenne durée, si ce n'est dans la longue durée. Les chercheurs préhistoriens le démontrent tous les jours. Tous les jours, il y a très peu de rupture et de renouvellement à partir de zéro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il reste toujours une petite étincelle qui va pouvoir permettre... Et ce sont les civilisations, les cultures les plus vivaces. Ce sont celles qui s'enracinent, qui rejettent
et qui renaissent. Mais il faut de l'enracinement, il faut de la continuité, il faut aussi de la discontinuité. Il y a des choses qui naissent et meurent, il y a des choses qui naissent et vivent, et il y a des choses qui naissent et survivent. Et c'est cela qui fait la culture Écoute, je suis aujourd'hui. tout à fait d'accord avec toi parce que moi je suis tout à fait dans la mouvance de l'école de ce qu'on appelle les annales et avec Marc Bloch, etc., qui Oui. ont les premiers au tout début du XXe siècle, Oui. dans les années 20, comme ça, Oui. et avec un deuxième foisonnement, Oui. avec aussi bien des philosophes comme Serre, mais aussi Mandrou, qui sont partis qui ont commencé à construire l'histoire sur l'histoire des mentalités, Oui. en disant c'est pas ex nihilo. Hein. Bien Il sûr. restera toujours, Mais bien même dans les moments les plus noirs, Ouais. il restera toujours cette lumière Ouais. qui fera que petit à petit, Ouais. elle reprendra le flambeau, qui Ouais. permettra non pas peut-être un suivi comme cela linéaire, Ouais. hein, mais je dirais une autre... Oui, tu sais par exemple quand on étudie un phénomène préhistorique très important qu'est l'art rupestre. L'art rupestre, ça n'a rien. Nous avons les plus grands musées que le monde nous envie, les plus grands musées à ciel ouvert du monde, Tassili, Hogarth, mais pas seulement. Atlas saharien, on peut dire qu'il n'y a pas une roche qui ne soit pas gravée ou peinte. Eh bien, quand on étudie cet art, dans son déroulement, on voit parfaitement qu'il y a des modifications, qu'il y a des changements d'une phase à l'autre, mais que toutes s'inscrivent dans un continuum. Toutes empruntent, les plus récentes empruntent aux plus anciennes, mais empruntent ce que les gens ont choisi d'emprunter, de garder ou de sauvegarder, C'était pour, de reproduire, mais de reproduire autrement. C'est ça la dynamique de la culture. La dynamique de la culture, c'est le tri, c'est le choix. C'est le libre choix. Et c'est ainsi, ça se démontre dans la préhistoire. Et si la préhistoire doit servir à quelque chose, c'est d'abord à cela. C'est d'abord de démontrer que les cultures s'ancrent dans le passé le plus profond, le plus lointain, et se déroulent de manière quasi continue, en faisant des tris, en faisant des choix, en renforçant ce qui doit l'être, en abandonnant ce qui doit l'être. Eh bien, écoute, tu viens de donner une terminologie, mais je veux dire, comme ça, des beautés, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais effectivement, de ce qu'on appelle la recherche anthropologique, c'est-à-dire, et qui va dans notre quotidien, quand les gens te disent oui, mais à l'époque, on vivait comme ça, etc. Et oui, il y a des choses qui doivent être totalement sauvegardées et absolument être relayées. Mais malheureusement, il y a des us et coutumes qui doivent être abandonnées parce qu'elles deviennent totalement contraires au mouvement de l'histoire. Mais bien sûr, les mutations, vous savez, tu sais, il y a une convention de l'UNESCO qui s'appelle la Convention de sauvegarde du patrimoine immatériel, du patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel, c'est tout ce qui, dans la culture, fait partie de l'héritage. Hein. Mais ces héritages-là, il y en a qui survivent, et il y en a qui sont menacés de disparition, et il y en a qui disparaissent, et il y en a qui ont disparu. Les mutations sociales sont à l'origine de nouvelles créations, mais sont aussi à l'origine de disparitions. D'adaptation aussi. Prenons un exemple. On allait chercher, il y a 50 ans, un siècle, on allait chercher de l'eau à la fontaine. Hein. Et cet acte d'aller chercher de l'eau à la fontaine donne naissance à des activités d'ordre culturel, d'échanges entre les personnes, de poésie, d'échanges d'expériences, d'actes amoureux, de discussions, etc. Si l'eau arrive au robinet, il n'y a plus tout ce qui en campagne, l'acte d'aller à la fontaine, n'est-ce pas? Il y avait par exemple des rites de chaulage. On mettait de la chaux sur les mosquées. Ces rites de chaulage, tous les ans,
au Mouloud ou à une autre fête, l'Ashura, etc. La population se rassemble. C'était une procession. C'était une Oui, oui, tout à procession. fait. On allait choler la mosquée. C'est un acte de préservation. C'est un acte de sauvegarde de cet édifice. Si le rite n'a plus lieu, le cholage n'a pas lieu, et que donc cette mosquée va être soumise à la déprédation, elle va finir par... Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de restauration, cette mosquée va se détruire progressivement petit à petit. Donc tout se tient, tout est lié. Tout est lié, mais ce sont les mutations sociales, ce sont les changements sociaux qui commandent à cela. La Convention de l'UNESCO essaye de préserver, essaye de maintenir en vie des patrimoines qui, si cette action volontariste ne se déroulait pas, serait vouée à la disparition. Total, C'est oui. pour ça que cette convention a été ratifiée par l'Algérie, d'ailleurs comme premier État au monde, et que c'est une convention très utile pour la culture des peuples, et c'est une convention très très utile, surtout face à la standardisation de la culture universelle, dite universelle, qui est commandée par les processus de globalisation et de mondialisation. Si tu veux, les pays du Sud comme nous sommes des gisements inépuisables ou quasi inépuisables de culture, de mythologie, d'imaginaire, de rythme, de musique, de poésie, de vision du monde, de cosmologie. Et c'est cela que le monde a intérêt à préserver, que l'humanité a fortement intérêt à préserver, à protéger, si l'humanité veut rester encore humaine. Oui, d'autant que c'est justement dans ces régions-là, qu'elles soient d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie ou d'Asie ou d'Europe, ou peu importe, ce sont dans ces régions-là, dans ces pays-là, que il peut y avoir encore l'idée de diversité dans la mondialisation, alors que malheureusement, ailleurs, quand il n'y a pas eu cette préservation, il y a eu cette mauvaise standardisation. On est tous d'accord pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l'électricité, mais si c'est pour araser les us et coutumes, la vie, ce qui était la culture des Indiens d'Amérique du Nord, c'est une autre paire de manches. Oui, mais c'est ça. C'est ça que les gens ne... C'est ça qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est en cela que nous avons besoin, que les sociétés ont besoin de se connaître. C'est ce que nous faisons. Nous faisons faire connaître aux Algériens la culture algérienne. Nous essayons de faire connaître, de construire un miroir où l'Algérien puisse se voir, puisse plus que se voir, plus s'observer, plus se scruter, plus s'étudier, se parler, parler à soi-même. Nous essayons de tracer le chemin menant à soi. Le chemin menant à soi. Et comment on construit le chemin menant à soi? C'est en étudiant notre culture, en étudiant tous les aspects de notre culture. Allez, soyons de bons Socratiques, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ça a été reprise par Platon, mais c'était Socrate au départ. Le chemin connais-toi menant toi-même à soi. d'abord, ainsi tu pourras beaucoup mieux être en phase avec l'autre. L'altérité, c'est d'abord se connaître soi-même. Bien sûr, on est toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Et l'humanité, ce sont la somme des autres. Et nous sommes l'autre de quelqu'un. Tout à fait. Et l'autre est notre autre. Alors, tu sais comment c'est, Slimane, leur cours, encore une fois, le temps court. Et on n'a pas évoqué, alors on va être obligé malheureusement de les évoquer, mais très très brièvement, parce que mais c'est très bien. C'est dommage parce que... C'est très bien parce que on aura une émission, ce sera avec un énorme plaisir, on aura à discuter plus avant et plus en détail des ouvrages dont nous avons parlé, ou même d'autres. Mais je voudrais quand même en signaler deux ou trois là même, parce qu'on n'aura pas le temps d'en signaler plus, deux ou trois, et puis je voudrais qu'on parle du tien,
Il y a ce magnifique ouvrage de l'autobiographie d'Ibn Khaldoun. Alors, Ouais. tout l'intérêt de cette autobiographie qui est présentée, annotée par notre ami Shdadi, Oui. hein, c'est que il faut savoir qu'il y a eu plusieurs autobiographies, pas tout à fait complètes, mal traduites de Ibn Khaldoun. Hein, et là, le professeur Shdadi a fait un travail remarquable. Remarquable. Le centre a édité cet ouvrage de Shdadi, Abdeslam Shdadi, professeur à l'université de Rabat, qui est dans, on va dire, la petite demi-douzaine des plus grands connaisseurs d'Ibn Khaldoun. Et nous avons déjà publié de Shdadi la Muqaddima annotée et commentée en arabe par Shdadi. Là, ce deuxième ouvrage, nous l'avons publié, l'autobiographie d'Ibn Khaldoun traduite par Shdadi. Alors, cette autobiographie d'Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun est un personnage hors du commun de son temps et de tous les temps. Hein. Aujourd'hui encore, il est hors du commun, malgré l'accumulation. C'est le penseur du monde arabe le plus connu universellement. Oui, c'est le penseur, on va dire, universel. Ouais. On va dire universel. Il a écrit en arabe, mais c'est un personnage de l'humanité qui est à la base de l'invention, de la construction d'un certain nombre de schémas théoriques encore en vogue, encore en cours aujourd'hui dans les sciences humaines. C'est pas rien, 6 siècles après. Plus de 6 siècles après. Ibn Khaldoun a écrit son autobiographie, a écrit des éléments de sa biographie. Et Shdadi, je crois que c'est la meilleure traduction que l'on ait de Il y avait une excellente traduction dans une collection étrangère, on ne va pas la citer, mais c'est vrai, de prestigieuse. Hein, mais là, non seulement elle est dans les deux langues. Oui, elle est. Alors ça, c'est important. Donc c'est un texte sur lequel on a en vis-à-vis le texte arabe et la traduction française. Et puis c'est un beau livre. Voilà, ce qui ne gâte rien en plus, c'est qu'il y a une iconographie absolument fabuleuse, magnifique. Et j'invite à la lecture de cet ouvrage tous les curieux, tous les amoureux de Ibn Khaldoun, les amoureux de l'histoire, mais aussi les créateurs, les cinéastes, parce qu'il y a infiniment de scénarii là-dedans. Chaque morceau de la vie d'Ibn Khaldoun peut faire le soubassement, peut faire le fondement d'un scénario. J'invite tous les scénaristes à le lire, d'autant plus qu'il ne coûte pas cher cet ouvrage. Non. Franchement, moi j'ai été étonné quand j'ai vu le prix. Il est à 1200, je crois, 1200, 1300 dinars. Enfin, franchement, pour un livre de cette qualité, c'est exceptionnel. De cette qualité esthétique et de cette qualité scientifique informative. De toute façon, on ne trouvait pas l'autobiographie d'Ibn Khaldoun à Alger, dans les librairies. Donc ce bouquin est disponible. Voilà. Alors, autobiographie d'Ibn Khaldoun. Malheureusement, encore une fois, on va être obligé d'aller un peu vite. Je prends au hasard. Allez, parce que on lui rend hommage. C'était un ancien directeur du centre. Hein, Mouloud Mamri. Oh là là, oui. Alors, Mouloud Mamri, c'était énormément de textes sur aussi bien des textes qu'il a pu faire éditer dans des revues, des communications lors de colloques, des articles de journaux. Alors, c'est deux ouvrages, 2 tomes, n'est-ce pas ? 2 tomes. Alors, ça s'appelle Écrits et paroles. Ce sont des papiers qui ont été rassemblés par quelqu'un qui s'appelle Boussad Berichi. C'est un travail très difficile à faire, il faut rassembler tout cela. Et la fille Amamri est repassée dessus, Nezha Amamri, est repassée pour authentifier, corriger, etc. Ce sont ce qu'on appelle une espèce d'opéra minora, l'œuvre mineure, mais qui n'est pas mineure du tout. L'opéra minora de Mamri. Alors, il y a des articles de journaux d'époque, de 55, 56. Ça commence en 52
À 89. De 52 à 89, tous les entretiens qu'il a donnés, qu'il a eus avec Abdelkader Tchagloul, Allah yarhamou, avec Salah Dambri, avec Abdellah Mazouni, tous ces entretiens. Il y a des articles peu connus, parce qu'ils ont été publiés dans des revues plutôt discrètes ou confidentielles. Et il y a essentiellement des articles de journaux dans la période de la guerre de libération. Et ses prises de position. Et ces prises de position extrêmement avancées. Il y a également un texte qu'il avait envoyé, qu'il envoyait pour les discussions sur la question algérienne à l'ONU, et qui était acheminé par un autre grand révolutionnaire de notre pays qui est décédé, Allah yarhamou aussi, qui est Mohamed Yazid. Oui. Ce texte-là, Lettre pour l'ONU, est un texte absolument fabuleux qui décrit la guerre de libération et qui analyse et qui dit l'inéluctabilité, de l'indépendance algérienne. Il y a aussi des articles de Mamri qui avaient été publiés 56, 57, 58 dans L'Espoir, l'Algérie. Oui. Et il y a un texte absolument magnifique et fabuleux. Il y a une très belle lettre à Jean Sénac, mais il le nomme pas Jean Sénac, il le nomme Jérôme, etc. Ouais. Mais qui est aussi un petit peu, qui reprend un peu la même idée que ce qu'Albert Camus avait écrit à un ami allemand, hein, c'est-à-dire, voilà, toi qui es français, je vais te dire pourquoi je lutte pour mon indépendance. Hein. C'est un texte absolument sublime. Il s'appelle Lettre à un Français. Et Mouloud Mamri n'a pas pris ce titre absolument par hasard. Non. Bien au contraire. Il connaissait Lettre à un Allemand. Mais il connaissait surtout le texte de l'émir Abdelkader, Lettre aux Français, au pluriel. Lui écrivait à un Français, qui était Jean Sénac. Jean Sénac avait animé un numéro d'une revue. Il lui a écrit pour lui demander un article sur la littérature. Et en réponse à cette lettre, c'était en 56-57, au plus fort moment de la guerre de libération, où des hommes tombaient, où le peuple algérien était en proie à une agressivité, d'une sauvagerie. C'était au plus fort, vraiment. C'était au plus fort, sans pareil. Et Mamri lui répond, il dit, ta lettre me donne l'effet de venir de Sirius. Où tu es tu es sur quelle planète pour me demander un article sur la littérature. Il lui dit, il y a encore des lieux où l'on s'occupe de choses aussi exquisément inutiles que la littérature et les littérateurs. Alors que le monde est en flammes. Alors que le monde, des gens tombent ici, des hommes meurent. Alors, il y a vraiment il y a une réponse cinglante à l'époque à un journal, je ne nommerai pas, mais à propos de la question de la langue amazigh, hein, qui est une réponse magnifique qu'il faut lire et qui est tellement prémonitoire. Hein, parce qu'il dit, voilà, de toute façon, un jour ou l'autre, et aujourd'hui, ben voilà, la langue amazigh est devenue langue nationale. Hein, donc, il y a un très beau discours qui est un testament peut-être, quand il reçoit le titre de docteur honoris causa à l'université de Nanterre, hein, une sorte de livre tel. Et puis avec Nanterre, avec le poids de Nanterre. C'est incroyable. Hein. Ces dernières interviews qu'il a accordées au journal Algérie Actualité, et puis cette discussion libre à la fin avec Jean Pellegrini, qui était aussi un très grand et militant. C'était un numéro de Dune qui était dirigé par, à l'époque créé et dirigé par Abdelkrim Djahad. Et il a imaginé, il a mis en œuvre un dialogue entre Mamri et Jean Pellegrini. C'est d'une succulence, c'est exquis. C'est exquis. Mamri est au sommet de son art, est au sommet de la maîtrise du mot, de la parole et du sens.
Alors, Et je suis heureux. Qu'est-ce qu'un romancier, Ouais. qu'est-ce que le roman algérien? Enfin, écrit et parole, Donc ces deux franchement, tomes, c'est un régal. J'invite les à gens mettre entre vraiment toutes les mains, c'est le entre cas toutes les mains de pour le dire. connaître d'autres facettes de ce personnage. Parce qu'on connaît le romancier, Oui. on connaît le chercheur, on connaît le chercheur en anthropologie culturelle, en linguistique du peuple algérien. On connaît moins bien ses écrits, ses prises de position, sa participation, son investissement à l'histoire du peuple algérien. Alors vraiment, écrit et parole, Mouloud Mamari, toujours pareil, édité par le Centre. Encore une fois, pour rappel, vous pouvez les acquérir soit directement au Centre, Soit directement au soit Centre, Mama. soit au Mama pour l'instant, avant de pouvoir les Alors acquérir dans malheureusement, d'autres librairies. on aurait voulu également parler de anthropologie pardon, et musique, un fabuleux livre de Gast extraordinaire sur la saga d'une tribu, mais Ouais. qui vous apprend ce que c'est Oui. que le monde Là, du c'est désert. dans la collection recueil que je te décrivais tout à l'heure. Voilà, Marceau Gast nous a compilation quittés. de- Il est décédé. Alors, tu vas voir qu'on va pas parler de ton livre. Et moi, Ah. je ne suis pas contre. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que ça va me permettre de te réinviter pour ne parler que de ton livre. Et c'est parce que je sais que par modestie, tu m'as dit, depuis Oui, je qu'on préfère. qu'on a pris contact, tu m'as dit, mais non, Je c'est pas la préfère peine, parler etc. des travaux du centre, de l'investissement. Mais c'est vrai, mais c'est important. C'est important. C'est Non, important parce que de- je crois que peu de gens, malheureusement, savaient que le centre était aussi un centre d'édition et de Oui. diffusion Bah oui, d'ouvrages. tout centre de recherche est forcément éditeur, Mais éditeur de sa on le sait production. peu chez nous. Oui, On le sait peu. Ouais. C'est vrai que dans d'autres centres internationaux Ouais. qu'on connaît de réputation, Bah, le CNRS CNRS, édite. tout le monde, plus ou moins, sait que chez nous, c'est vraiment un petit groupe qui Ouais. dit ah bon, CNRPH édite Et en plus, nous faisons de la belle ouvrage. Ah oui. C'est- Alors justement, on va terminer par celui-là qui est quand même. On pourrait se dire pourquoi édite-t-il ça hein alors, c'est Bougie, père de l'Afrique du Nord, et c'est signé Ludwig Salvatore von Habsbourg, Toscana. Oui, c'est un archiduc autrichien Ouais, c'est un de la famille des prince de la Habsbourg. famille régnante des Oui. Habsbourg, de l'Empire Austro-hongrois. austro-hongrois, qui était un épicurien, quelqu'un qui aimait Un beaucoup drôle de la personnage. vie, un grand personnage haut Fou. en couleur, on va dire. On l'appelait le Proust mallorquin. Le Proust mallorquin, il avait eu une avarie de yacht au port de Bougie. En 1897, Voilà. Et profitant de cette avarie, il se balade et fait des lithographies de la ville. Donc nous avons des lithographies de la ville à la fin exceptionnel. du 19e siècle. C'est un travail d'archéologie, du 19e. Nous avons de très belles iconographies de cette époque. Et les textes étaient en allemand. On les a fait traduire par un collègue de l'université d'Alger qui est chercheur aussi au centre. Et il a été introduit, ce livre, par une anthropologue qui nous a quitté également, Allah yarhamaha, Nejma Abdel Fattah Lalmi, à la mémoire auprès de laquelle je m'incline parce que vraiment elle Travail a fait exceptionnel. du bon travail, une très très belle et magnifique introduction de ce livre. Alors effectivement, ce livre, des lithographies exceptionnelles Ouais. de cet archiduc exceptionnel, Ouais. qui a été même gouverneur de Prague à un Ouais, moment donné, ouais. à l'âge de à peine 20 et quelques années, enfin un type... D'ailleurs, la première édition de cet ouvrage, 1899, a été faite à Prague. Là, c'est la deuxième édition. deuxième édition. Alors, et ce qui est étonnant, c'est que le texte ne vaut pas tripette. Hélas. Franchement, Oui. il est à la limite raciste. Oui, ben c'est ce que dit- Mais c'est pas important. C'est ce que dit Nejma Ouais. dans son à introduction. Elle fait une excellente analyse. Excellente analyse en disant, euh, mais elle dit, alors on pourrait se poser la question, pourquoi Elle, le centre sort elle dit un croisé en croisade. Voilà.
Et c'est très bien de parler de ce point de vue-là du 19e siècle à la lumière, sous le microscope Voilà. d'un œil algérien. Exactement. Donc Et on puis ça, a ça analysé. permet pour nous de savoir comment, hors les Français, comment d'autres pays européens de ce 19e siècle pouvaient nous regarder à nous, Ouais. Et nous regarder comme Algériens, comme des, indigènes. comme des Lilliputiens. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, dans son iconographie, ses lithographies, On voit à peine. il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'habitants, C'est des il n'y a ombres. pas de C'est des vivants. ombres. Ce sont des ombres. Et Voilà. ça, c'est intéressant C'est extraordinaire. d'analyser Voilà. maintenant C'est un ce livre regard-là. qui est, je veux dire, Une pièce. Une pièce, Une voilà. pièce archéologique. En plus, à la fin, Ouais. il y a une carte. Une Ouais. carte En allemand. en allemand de Ouais. bougies de l'époque. Ouais, du 19e. C'est un à livre la limite de ce qu'on merveilleux. appellerait une curiosité. Voilà. Et l'analyse de Nejma est absolument parfaite et percutante. Parfait. Alors, voilà quelques-uns des ouvrages qui sont édités par le Centre. Beaucoup d'autres que malheureusement je n'ai pas le temps de... Ça aussi c'est intéressant sur Le l'anthropologie. colloque d'anthropologie et musique, nous organisons, le Centre organise beaucoup de colloques scientifiques internationaux du plus haut niveau. Nous organisons cette année, à l'occasion de Tlemcen, capitale de la culture islamique, nous organisons 12 colloques. Le 2, 3, 4 juillet, nous organiserons le 7e colloque de cette série. Mais nous avions organisé aussi de très grands colloques dans le cadre du Festival panafricain en 2009 et nous avons organisé d'autres colloques en 2007 dans le cadre de Tlemcen, d'Alger, capitale de la culture arabe. Et nous avons des colloques réguliers qui reviennent régulièrement. Nous entretenons régulièrement un colloque sur le soufisme. Le soufisme parce que c'est un aspect de l'attitude religieuse des Maghrébins qui est assez particulière et qui mérite d'être connu. Nous organisons un colloque régulier d'anthropologie et musique, c'est-à-dire la relation, l'étude anthropologique des textes et des musiques, des sociétés et des peuples. C'est ce qu'on appelait antérieurement l'ethnomusicologie. Donc nous faisons des colloques d'anthropologie et musique, nous le faisons tous les 2 ans. Nous sommes à la 3e édition. Nous faisons également un colloque régulier de préhistoire. Nous avons organisé un grand colloque à Tamanrasset en 2007, dont les actes vont sortir probablement fin juillet. Nous avons organisé un grand colloque de préhistoire dans le cadre du Festival panafricain. Nous l'avons organisé à Sétif. Et on avait consacré ce colloque à l'Afrique, berceau de l'humanité. Et nous avons d'autres colloques, comme celui que nous organisons sur l'oralité, et qui est un colloque régulier que nous organisons depuis 1989. Le premier a été organisé par mon ami, c'était le prédécesseur de mon prédécesseur, Hamida Ben Nahoum, qui est chercheur au Centre, sur l'oralité africaine et qui a été publié, dont on aurait pu montrer, mais comme tu dis... Il y a tellement d'ouvrages, mon cher Slimane, qu'on est là. Alors pour anthropologie et musique, évidemment, moi, le très néophyte je ne suis pas du tout musicologue, j'aime la musique, mais je suis incapable de pouvoir lire avec beaucoup de précision, parce que c'est très ardu. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est l'histoire de Béla Bartok. Béla Bartok à Biskra. Qui a enregistré plus de 100 et quelques cylindres. À l'époque de cire qu'on peut encore écouter. Et Béla Bartok, 1913, est venu à Biskra, a fait des enregistrements, a transcrit ces enregistrements-là, a solfié, a écrit des clés de sol. Il a même inventé des signes pour pouvoir transcrire cette musique. De la même manière qu'au dernier colloque sur la musique andalouse à l'école de Tlemcen qu'on a organisé, nous avons invité, alors à ce colloque, celui qui nous a parlé de Béla Bartok, c'est un Hongrois.
Alors, Parce il y a, que il y a Béla eu Bartok un est lui-même Hongrois, hongrois. effectivement, Et un Tunisien, Trabelsi. Trabelsi, Ouais. Mehdi Trabelsi, Ouais. effectivement. Au colloque qu'on vient d'organiser, nous avons invité une chercheure finnoise de l'université d'Helsinki parce que un musicologue finnois est venu en Algérie, Pareillement. Laonis, est venu en 1928 et a fait des enregistrements, et cette chercheure nous en a parlé, des enregistrements, des transcriptions, etc. Mais tu trouves pas ça étrange quand même, mon cher, que c'est alors un Hongrois et un Finnois, c'est quand même les deux seules langues en Europe qui ont les mêmes racines, Dit-on. dit-on, Ouais. parce que c'est Ouais. complet. Mais enfin, qui sont les plus proches. Ouais. C'est quand même assez bizarre, parce que vraiment, Non, mais, Hongrois et Finnois, il y a peu de choses. le monde s'est très tôt intéressé à nous. Il faudrait, et j'invite à chaque fois des chercheurs de cette trempe et de ce niveau pour pouvoir parler de nous, pour dire toute l'importance que la culture maghrébine d'une manière générale, algérienne de manière particulière, l'importance qu'elle revêt pour le monde. Et de se convaincre de cela nous aidera à nous aimer nous-mêmes. Absolument. Slimane Hachi, merci mille fois. Je rappelle, professeur des universités, directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Tous les ouvrages qu'on vient de citer, écrits par Oldoumou Mamari, Anthropologie et musique, Ouais. Bougie, Perle, de l'Afrique du Nord, l'autobiographie d'Ibn Khaldoun, et puis on aura l'occasion d'y revenir. Je ne te lâcherai pas, mon cher Slimane. Aux origines des arts premiers en Afrique du Nord, le livre de recherche que tu as fait éditer à ce même centre de recherche. On souhaite à tout le monde quoi? Bonne lecture de vacances. Parce que les vacances, ça sert aussi à ça, non? Oui, ça devrait servir à ça, parce que se prélasser au soleil avec un livre, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ajoute que Dernier mot, parce qu'on me l'a demandé en retard. Que le centre a un site de www.cnrph.org. Très bien. Et qu'il faut visiter. Voilà. Merci. Voilà qui est dit. Donc, eh bien, merci d'avoir été fidèle pendant toute cette année à Expression Livre. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et puis, je vous souhaite d'excellentes lectures parce que vous avez là, eh bien, le mois d'août, mois sacré du Ramadan. Je vous souhaite d'ailleurs un excellent mois d'août de Ramadan. Eh bien, c'est le moment, justement. On est au calme, on est bien. Donc, de lire. Je vous souhaite un très bon Naïd. Et puis, à la rentrée, passez de bonnes vacances, surtout. Merci. Merci encore, Slimane Hachi. Merci. Merci. Merci à vous. Allez, à l'année, pas l'année prochaine, non, à la rentrée. Passez de bonnes vacances, reposez-vous bien. Et surtout, lisez, lisez, lisez. Thank you.